Donc bonjour à tous. J'ai une demi-heure pour essayer de vous convaincre de mettre en place des choses peut-être nouvelles dans vos classes pour que vos élèves apprennent mieux et en particulier pour que vos élèves deviennent autonomes dans leurs apprentissages. Un élève autonome, c'est un élève qui se donne le projet d'apprendre, qui planifie la manière dont il va s'y prendre, qui est capable de s'autoréguler, c'est-à-dire de se tester, savoir s'il sait, revenir en arrière s'il a besoin de réviser, et puis pour atteindre son objectif qui est d'apprendre. Donc pour travailler cette autonomie, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Moi, j'ai choisi 3 axes. Comment un élève apprend bien. Pour qu'un élève apprenne bien, déjà, il faut qu'il s'engage dans l'apprentissage. Ensuite, on va beaucoup parler du fait qu'il doit s'autoréguler, donc se tester en permanence pour savoir s'il sait ou s'il faut qu'il y retourne. Et enfin, on parlera beaucoup de répétition, comment nous, enseignants, on organise la répétition des apprentissages. S'engager, comment on motive un élève à apprendre. J'emprunte à Roland Viau ces 3 moyens de motivation, les 3 facteurs de motivation. Le premier, c'est que c'est l'élève qui a le contrôle, c'est l'élève qui décide d'apprendre. Ça, je m'adresse en particulier aux enseignants de cycle 2 dans la salle. Vous avez un rôle très important. Parce que l'air de rien, au cycle 1, l'élève, il ne s'assoit pas à un moment en disant « Tiens, je vais apprendre ma poésie ». Ouais, non. Et c'est vers le cycle 2 que ça commence, ça. Le fait pour un élève de se dire « C'est moi qui décide. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Je vais apprendre pour savoir ». C'est le début. Et au cycle 2, il faut que nous, on apprenne aux élèves et qu'on leur dise explicitement que c'est eux qui doivent décider d'apprendre. C'est nouveau. Il faut qu'on envoie dans le secondaire des élèves qui savent décider d'apprendre et ensuite se projeter pour apprendre. La deuxième chose pour qu'un élève se mobilise, pour qu'il s'engage dans les apprentissages, c'est qu'il faut que ce travail ait de la valeur pour lui. Vous avez déjà entendu parler de motivation intrinsèque, extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est toutes les petites choses, tous les petits coups de pouce qu'on va donner à côté pour essayer de motiver nos élèves. Mais le cœur de la motivation, la bonne motivation, celle qui fait qu'on travaille dans la durée, qu'on sait pourquoi on travaille, c'est la motivation intrinsèque. Et celle-là, ça doit vraiment être le cœur de notre communication auprès des élèves. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'un élève apprend ? Il ne faut pas que ce soit pour avoir une bonne note à l'interro dans 15 jours, parce que ça, ce n'est pas de la bonne motivation. La bonne motivation, c'est j'apprends pour devenir savant, pour savoir plein de choses, pour me souvenir longtemps et pour ensuite faire des liens entre ce que je sais. C'est la motivation, voilà. J'apprends pour savoir, pour avoir de la connaissance. Ça veut dire que tout ce qui peut conduire à faire croire à l'élève, ça va, là vous m'entendez ? Ouais, c'est mieux. Tout ce qui peut conduire à faire croire à l'élève qu'il travaille juste pour l'évaluation dans 15 jours, il faut qu'on essaie de l'éliminer. On ne travaille pas pour la note, on ne travaille pas pour l'évaluation dans 15 jours, on travaille pour savoir. On va voir ensuite comment on peut faire ça, mais c'est important. Gardez en tête que à aucun moment, il faut faire croire à l'élève que le but du jeu, c'est de savoir demain pour l'interro. Ce n'est pas ça le but du jeu, c'est juste une étape, l'interro de demain. Enfin, Roland Viau nous dit que pour se mobiliser pour ces apprentissages, l'élève doit s'en sentir capable. Alors, je ne vous parle pas de zone de développement proximal, évidemment, il faut donner des choses qui soient accessibles aux élèves, mais j'ai mis le lièvre et la tortue pour vous donner cet exemple. Cette année, à mes CM2, le premier poème que nous avons appris dans l'année, c'est le lièvre et la tortue, qui est assez grand, hein, voilà. Et tous les élèves de ma classe ont appris le lièvre et la tortue. Et au mois de juin, 100% des élèves de ma classe savaient le réciter. Et nous, on pioche un poème au hasard à réciter. Et les élèves qui ont pioché le lièvre et la tortue, j'ai toute la classe qui a fait un soupir en disant « Oh, la chance !» Parce qu'ils le savaient tous super bien. Je dis ça parce que dans ma classe, j'ai des élèves qui partent en Ulysse et des élèves qui partent en SECPA, évidemment, comme dans toutes les classes de CM2. Et même ces élèves-là savaient le lièvre et la tortue. Et à aucun moment, je ne me suis dit, je vais leur donner un texte plus facile, parce que c'est dur, le lièvre et la tortue. Parce que si on donne un texte
plus facile à ces élèves-là, eh bien on les conforte dans l'idée que moi je ne suis pas très capable. Non, eux ils peuvent apprendre le lièvre à la tortue, mais moi non. On les conforte dans leur incapacité, alors que notre rôle au contraire, c'est de leur dire tu es capable et de le leur prouver. En apprenant tous le lièvre et la tortue, je leur ai prouvé qu'ils étaient tous capables, et en revanche, évidemment, j'ai mis en place des tas de choses pour les élèves qui vont en Ulysse ou en SECPA par exemple, ou ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, pour que eux puissent, pardon j'ai été troublée, pour que même ces élèves-là sachent la poésie à la fin, donc forcément plus d'étayage, plus d'accompagnement. Donc j'ai dit 3 choses. La première, c'est s'engager. Le deuxième, se tester. Et le troisième, se sentir capable. Super. On va passer un bon moment sur l'autorégulation, le fait que l'élève sache se tester. C'est à nous, enseignants, de donner à l'élève les moyens de savoir s'il sait sa leçon ou s'il a compris sa leçon. Et il faut que l'élève qui apprend sache que apprendre, c'est se tester. Ça veut dire que quand j'apprends, et ensuite je vérifie que je sais. Donc ça, c'est vraiment un point important. Quand on dit à nos élèves, il faut que vous appreniez une leçon, ça veut dire que vous vérifiez chez vous que vous la savez. Quelquefois, on a des élèves qui nous disent, je l'ai lu, mais je n'ai pas vérifié que je savais. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est qu'il faut être explicite auprès de nos élèves sur le fait que tu vas devoir vérifier que tu sais. Et ensuite, à nous, enseignants, on doit leur donner les moyens de vérifier qu'ils savent, de se tester. Je vous donne des exemples. À la fin d'une leçon d'histoire, de géo, de sciences, de MC, à la fin de toutes mes séances, je leur donne un petit papier, comme ça, avec des questions que j'ai écrites moi-même, où je leur dis, si tu sais ta leçon, ça veut dire que tu sais répondre à ces questions-là. Tu sais expliquer ça avec tes mots, tu sais ça par cœur, tu sais écrire ces mots-là, tu sais définir ces mots-là. D'accord ? Donc nous, on doit être très explicite. Il ne faut pas attendre d'un écolier de savoir extraire d'une leçon avec des fiches, des documents. Alors qu'est-ce que je dois savoir finalement dans cette leçon ? C'est de trop haut niveau, ça. Son niveau, c'est apprendre ce qu'on lui dit d'apprendre, savoir ce qu'on lui dit de savoir. Il faut être très explicite. Si on ne fait pas ce travail-là, à la maison, il y a quelquefois des parents enseignants qui sauront faire le boulot, mais ce n'est pas être autonome, ça, que d'avoir besoin de papa et maman pour apprendre. Si vous voulez que vos élèves soient autonomes, il faut leur dire ce qu'ils doivent apprendre. En français et en maths, on est plus sur des savoir-faire que sur des savoirs. Donc là, quand je leur donne une leçon à apprendre, je leur donne un petit exercice. Je dis je, mais dans plein de méthodes, je pense à Lutin Bazar, il y a des petits exercices à la fin de la leçon. Donc, un petit exercice à savoir-faire. Pardon, ça c'était mon... Et évidemment, la correction. Je ne leur donne pas un exercice à faire par écrit à la maison, parce que ça ne sert à rien du tout. S'il a faux, il ne le sait pas. Donc, ce n'est pas ça, la régulation. C'est pas ça, me tester. Me tester, ça veut dire que je vais à la maison faire un petit exercice, peut-être à l'oral, peut-être à l'écrit, et puis je vais tout de suite avoir la correction à la fin de mon cahier pour aller voir si j'ai bon ou si j'ai faux. Donc, je donne la correction à la fin du cahier ou à la fin du support de leçon. Je ne donne pas un exercice écrit à faire à la maison. Ça sert à peu près à rien pour la régulation. D'accord ? L'élève, il va croire que le but, c'est de remplir ma feuille, de faire l'exercice, c'est bon, c'est faux. Je ne sais pas. Je saurai peut-être demain, dans le meilleur des cas. Non. Je donne un exercice et je donne sa correction. Et là, l'élève est capable de s'auto-tester pour voir s'il a compris ou pas. Ah oui, c'était ça, l'infinitif. D'accord, je reviens à la leçon. Puis ensuite, je refais l'exercice et je vérifie que j'ai bien compris. Donc, à la fin de chaque leçon de français ou de maths, un petit quelque chose pour que l'élève puisse se tester. J'aime bien cette technique, j'appelle ça les leçons à manipuler du pauvre. Un élève qui a des repères de géographie à apprendre ou un schéma en sciences, par exemple. Donc on le fait en classe, j'affiche la carte en grand, on lit, alors là j'ai pris un exemple avec, imaginons qu'on ait les 5 fleuves à retenir, la Seine, le Rhin, la Loire, le Rhône, la Garonne, on l'affiche, on les lit tous ensemble, et puis ensuite on en masque un avec un post-it, le plus dur.
On les relie tous, Seine, Loire, Garonne, Rhône, et puis sous le post-it, le Rhin. On le refait jusqu'à ce que ce soit bien, bien clair. Et puis quand on y arrive bien, on en masque un deuxième. La Seine, la Loire, le Rhône, le Rhin et la Garonne. Voilà, etc. On les masque un par un. Et évidemment, là, on donne cette technique-là, elle est très simple. Tous les élèves peuvent y arriver tout seuls. On le fait en classe d'abord pour s'entraîner, pour que les élèves connaissent la technique. Et puis ensuite, à la maison, ils savent le faire de manière hyper simple. C'est une technique qui sert à la fois à apprendre, donc on apprend à apprendre, et en même temps, on se teste. Parce qu'évidemment, quand tout est caché, ça veut dire que je les sais. Je peux vérifier que je sais les écrire. Voilà, je ne détaille pas, mais je suis sûre que vous avez tout ça dans votre tête. Donc c'est la technique des post-it, tout bête. Exactement dérivé de la technique des post-it, quand on donne un poème à apprendre aux élèves, en particulier au CE1, CE2, mais moi, même au CM2 en début d'année, le lièvre et la tortue, on l'a appris comme ça, tous ensemble. Comment ? On affiche la strophe, on la lit tous ensemble, en chorale, en classe, et puis ensuite, on efface un mot. Peut-être. Voilà. Et puis on la relit comme si le mot n'était pas effacé. C'est un petit peu rigolo, c'est presque un jeu. Et puis quand on y arrive bien, on est face à un autre mot ou un autre groupe de mots, et on la relit en entier à chaque fois, etc. On efface de plus en plus. Et puis à la fin, quand tout est fait effacé, je sais ma strophe. Et ça, c'est une technique qu'on fait en classe, au CE1, CE2. Moi, quand j'étais élève, ma maîtresse faisait ça au tableau, en écrivant la strophe et en effaçant petit à petit. Donc pour vos CE, il faut qu'ils... Encore une fois, je disais être explicite, vous avez vu, on ne la savait pas, ça prend une dizaine de minutes, ils se rendent compte qu'en 10 minutes, ils savent leur strophe, et en classe entière. Et puis, évidemment, ensuite, petit à petit, on les lâche, une fois qu'on leur a appris à apprendre, ils sont capables d'apprendre des strophes tout seuls à la maison, au CE2 ou au CM. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est une technique qu'ils aiment bien, c'est un petit peu mécanique, et puis ils se rendent compte que ça fonctionne très bien. Je reste sur les poèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les élèves qui ont du mal à apprendre par cœur, c'est très souvent nos élèves qui sont faibles en lecture, qui sont encore fragiles en lecture. Et parce que forcément, quand mon cerveau est pris par le décodage, quand je suis encore dans le décodage, eh bien, ma mémoire de travail, elle est occupée et la mémorisation ne fonctionne pas. Donc, systématiquement, même au CM2, je donne à mes élèves un QR code. Alors retenez, je vais sur Digirecord. Donc c'est le bouquet La Digitale, c'est des outils magnifiques, gratuits, libres. Et il y en a un, Digirecord, c'est ultra simple, il y a un gros bouton, on clique et on enregistre le poème. On reclique pour dire que c'est fini et pouf, il vous donne un QR code, un lien que j'imprime et que je fais coller. Là, c'est un cahier de cette année, ça, sur le cahier de mes élèves. Ça veut dire que ça sert pour aider les élèves qui ne sont pas très bons lecteurs à apprendre. Là, avec ça, je suis autonome. Je n'ai pas besoin d'un papa ou d'une maman qui s'assoit à côté de moi et qui me fait répéter les vers. J'écoute. Je suis sûre que vos élèves qui disent qu'ils n'ont pas de mémoire, ils connaissent par cœur. Je vais donner un exemple qui est un peu daté, mais le générique des Pokémon avec tous les Pokémon dans l'ordre, là, super compliqué. Et parce qu'en fait, la mémoire est longue, c'est la lecture qui les gêne. Donc, avec de l'audio, ça les aide à apprendre. Et même mes bons lecteurs qui apprennent assez facilement, l'audio donne un exemple un peu modélisant. Forcément, je m'applique quand j'enregistre, donc je fais les liaisons, les diérèses, les muets, j'interprète, je ne vais pas trop vite. Et donc les élèves, une fois qu'ils ont appris, ils peuvent réciter sur l'enregistrement, un petit peu comme on apprend des comptines en maternelle. Les élèves répètent en même temps que vous. Et comme ça, se tester. C'est vrai que vous avez sans doute remarqué, apprendre un poème quand on est tout seul, le risque, c'est qu'on intervertisse deux mots. Et s'il n'y a personne qui vous écoute, ou si vous n'avez pas l'enregistrement, vous apprenez comme ça, et puis vous apprenez mal, et personne ne vous le dit. Avec l'enregistrement, vous êtes autonome, pas besoin d'un papa, pas besoin d'une maman. Je récite sur l'enregistrement, et je me rends compte que j'ai dit moineau à la place de pinson. Voilà, par exemple. Donc le QR code, c'est magique. Digirecord, le site. Voilà. Alors ça, c'est
Vous avez peut-être déjà proposé à vos élèves d'utiliser des flashcards pour mémoriser. C'est vraiment la technique universelle, prototypique, qu'utilisent par exemple les étudiants en médecine qui ont énormément de choses à mémoriser. La question d'un côté, la réponse de l'autre, sur des petits papiers. À l'école élémentaire, les flashcards, ça présente quand même un inconvénient majeur, qui est qu'au bout d'un moment, on en a beaucoup et que oh, c'est tombé, non, celle-là, elle n'est pas à toi, elle est à moi, on les mélange, on les perd. Et donc, c'est un outil qui est difficile à utiliser dans toutes les matières sur la durée. Donc, moi, j'ai inventé les flashcards qu'on ne peut pas perdre. Donc, j'écris, là j'ai pris l'exemple de l'histoire, une date avec la description de l'événement sur une sorte de rectangle comme ça. Ensuite, les élèves le plient en deux et ensuite remontent les côtés. Ça fait une sorte de petite montagne. On colle la montagne et ensuite on colle sur le cahier et on a la... Pardon pour le son. On a la petite flash, vous avez compris, je pense, l'idée. Hein. C'est donc une flashcard qui est collée dans le cahier, d'accord, et qui est pas perdable. Ça fonctionne drôlement bien pour tout ce qu'on veut que les élèves révisent souvent. C'était mon astuce numéro 10. Mon astuce numéro 11, je l'utilise, je crois, depuis le début que j'enseigne. Donc, s'il y en a qui me suivent, c'est sur mon blog depuis des années. C'est ce qu'on appelle chez nous le cahier des incollables ou le cahier mémoire. Tous les vendredis, je fais noter sur un cahier comme ça, un cahier découpé avec des petites languettes, des sortes de devinettes qui correspondent à des choses qu'on a apprises pendant la semaine et que je souhaite qu'ils retiennent pour toute la vie. Et pour qu'ils les retiennent pour toute la vie, il faut les réviser souvent. On va en parler de la répétition. Donc là, de la même manière, l'élève va pouvoir se tester. Je ne sais pas s'il y a du son, non, ça va. Donc on écrit une petite devinette, où trouve-t-on l'attribut du sujet, et quand on retourne, il y a la réponse au dos. Donc l'élève tout seul, avec son petit cahier, il peut réviser toutes ces devinettes. On en écrit entre 2 et 5 par semaine, et je leur demande de les réviser tout le week-end. C'est le devoir du week-end, c'est réviser les devinettes. Et je les interroge le lundi, j'en interroge 3 dans la classe tous les lundis. Et ça fonctionne tellement bien. J'ai des élèves de collège qui viennent me voir en me disant « Mais moi, je me suis fait un cahier des incollables au collège. C'est super facile à faire, avec n'importe quel cahier. » Et pareil, on ne les perd pas. Et on peut réviser autant de fois qu'on veut. On peut se tester, vérifier qu'on sait et réviser. Le cahier des incollables, le cahier mémoire. Alors, les leçons à manipuler, on est sur un dispositif un petit peu plus évolué, mais c'est toujours ça le principe. En tout cas, le principe des leçons à manipuler que je promeus, c'est je regarde mon cahier et il y a une question où en anglais c'est un dessin et je dois me demander ce qu'il y a sous le petit volet que je dois soulever. Comme le principe est toujours le même, voilà, father, sister. Comme le principe est toujours le même, c'est des petits rectangles à découper. Il y a marqué colle ici, hop, on pose le rectangle. Ça va très très vite. Dès le CE1, CE2, une fois qu'ils en ont fait une, ils connaissent le principe. Je leur donne les petits rectangles à découper, ils les collent et voilà, c'est fait. Hein. C'est une dizaine de minutes pour monter la leçon à manipuler, c'est pas long du tout. Et là, ils ont ça dans leur cahier. Ils ont un outil pour réviser tout seul, en particulier au CM pour réviser l'écrit, comme on écrit les mots, parce qu'en anglais, en 6e, ils vont être évalués à l'écrit. Hein. Donc on commence à faire un petit peu d'écrit, et puis l'oral aussi, évidemment. J'ai des leçons à manipuler en histoire où sur le volet il y a une question. Quand Charlemagne est-il devenu empereur? L'élève cherche ce test, donc cherche la réponse dans sa tête et ensuite soulève le volet pour vérifier qu'il a juste. Puis si c'est pas juste, il peut y revenir. Donc c'est l'autorégulation, l'autonomie, besoin de personne pour se faire interroger. Ensuite, on passe aux outils numériques. Alors, des outils numériques, il y en a plein, mais tous ne se valent pas. Et j'aime beaucoup Jeux Pédago parce que c'est un outil dans lequel il y a toutes les matières, des jeux pour réviser, mais l'élève peut refaire 100 fois le même jeu pour essayer d'améliorer son score. Par exemple, là, sur un jeu de géographie, les repères ne vont pas lui être présentés dans le même sens. C'est sous forme de QCM, on ne va pas lui présenter les mêmes fausses réponses. Et puis, je joue en classe aussi,
Donc tout ce que je vous dis là, en fait, on essaie de le faire en classe d'abord pour apprendre à apprendre, et ensuite rendre les élèves autonomes chez eux à la maison. En classe, on fait ça par équipe, c'est rigolo, ils adorent ça. Pardon pour le son, mais voilà, ils sont par équipe alignés au tableau. Ici, c'est un jeu de français pour rebrasser homonyme, synonyme, même famille, champ lexical. Et là, vous voyez les phrases qui sont proposées, il y en a peut-être 300 dans la base. Donc dans le jeu, ils ont 20 phrases, mais s'ils refont le jeu, ils peuvent essayer d'améliorer leur score et ce sera d'autres phrases. Et ça, c'est assez unique. Je ne connais pas d'autres outils qui fassent ça. Pour moi, c'est un excellent outil de révision, ça, jeu pédago. Ici, ce sont les leçons à manipuler que j'ai publiées aux éditions La Classe. Et vous avez vu en bas, là, il y a un petit QR code, parce que l'anglais, il faut faire attention à ne pas introduire l'écrit trop tôt et leur permettre de réviser l'oral. Et donc, sur la leçon à manipuler, ils scannent le QR code, ils arrivent, j'ai mis juste un petit extrait de la vidéo, une petite vidéo comme ça. Et regarde, écoutez. Father. Father. Là, la sister va apparaître, on a le temps de dire sister. Mother. Mother. On a le temps de dire mother. Mother. C'était tout à l'heure la sister. Et donc, on a le temps de le dire. Et ça veut dire que l'outil permet de se tester. Quelquefois, les vidéos font pas ça. Par exemple, les vidéos montrent le dessin et puis le mot écrit en même temps. Donc ça, du coup, on n'a pas l'intérêt pour le test. L'élève ne peut pas se tester avec ces vidéos. Ça peut servir d'outil de révision, mais celle-là, elle sert vraiment d'outil pour se tester. Donc non seulement pour apprendre, mais pour vérifier que je sais. Le dessin apparaît, il y a du temps, j'ai le temps d'essayer de dire le mot, et ensuite, l'américaine, là, Kelly, elle prononce le mot avec une diction parfaite qui est exemplaire et modélisante, qui sert pour essayer d'avoir un bon accent. Voilà, donc un outil numérique en anglais. Je ne pouvais pas faire cette présentation sans vous parler du tout nouvel outil de Laurent Walter, les cartes mémo, qui est dans Classe numérique. Donc il faut être un petit peu abonné à Classe numérique, mais franchement, ça coûte quasiment rien. Je sais plus, je crois que c'est 20 € pour toute l'année pour la classe. Donc c'est vraiment pas cher. Et vous avez vu en haut, il y a cartes mémo. Donc les cartes mémo, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent le principe des flashcards avec les boîtes de Leitner. Les boîtes de Leitner, ce sont des boîtes dans lesquelles on range des flashcards avec des cases. Et donc on se pose une question, et quand on la sait bien, on décale la carte dans une case un petit peu plus loin, et les cases disent à quel rythme on va revoir les flashcards qui sont dedans. Donc la première case, on la révise tous les jours. La deuxième case, je ne sais pas, on la révise tous les 3 jours. La quatrième, ensuite toutes les semaines, tous les 10 jours. Voilà, c'est un système de mémorisation à rythme expansé. Quand on commence à savoir, on n'a pas besoin de revoir tous les jours. On reverra dans un petit peu plus longtemps. Ça, c'est pareil, c'est un dispositif qui est très utilisé par les gens qui ont besoin de retenir beaucoup de choses par cœur. Mais pour des écoliers, la gestion des cartes et des boîtes, c'est impossible. Ils sont trop petits pour faire ça. Donc Laurent Walter, il a développé ça, mais l'écolier, il a juste à se connecter, et c'est le système qui va lui proposer les questions que l'enseignant aura copiées. Donc c'est moi qui crée les questions en fonction de ce qu'on a appris, de ce que je souhaite qu'il révise. Et l'élève se connecte, et le système, automatiquement, sait les cartes qu'il doit lui présenter. Ce sont les nouvelles questions, ce sont les questions auxquelles il n'a pas su répondre hier pour les lui représenter, et ensuite ce sont les questions auxquelles il a répondu il y a 3 jours, ou les questions auxquelles il a bien répondu il y a 10 jours, en fonction du niveau d'avancement de l'élève sur la question en question. La question en question, c'est pas terrible, mais vous avez compris. Donc ça, les élèves aiment beaucoup. Si c'est en classe, il faut avoir quelques tablettes en classe pour leur permettre de faire ça 5 minutes par jour à peu près. Et autrement, pourquoi pas à la maison. C'est un outil qu'on peut leur proposer. Ça fait un peu l'équivalent numérique de mon cahier des incollables. Donc on a parlé de se tester. Je vous ai donné j'espère, pas mal d'idées pour, en tout cas, que l'élève sache ce qu'il doit apprendre et puisse se tester et être autonome pour se tester. Mais pour mémoriser, il faut aussi répéter. D'abord, il faut être explicite auprès des élèves en leur disant que c'est normal d'oublier. Parce que le nombre d'élèves qui me disent « Ah, mais hier soir, je la savais ».
Eh bien oui, hier soir tu la savais et c'est normal, tu as oublié. Je reprends l'exemple des 5 fleuves là, avec les post-it. Bon, c'est très vite, on sait dire les 5 fleuves, mais 1 heure après, on ne sait plus. Donc on le fait en classe, ça. On apprend le matin, on fait les post-it, on se rend compte qu'on sait tous dire les 5 fleuves, et puis l'après-midi, je reprends la carte et je leur montre qu'ils ne savent plus et que c'est normal, mais qu'on ne peut pas se contenter de je ne sais plus. Cela veut dire qu'il faut réviser, répéter les informations et que ça va aller beaucoup plus vite la deuxième fois. L'après-midi, ça prend 1 minute de se remémorer les 5 fleuves. Donc ça, c'est vraiment important que l'élève soit conscient que c'est normal d'oublier et que pour ne pas oublier, il faut répéter. Comment est-ce qu'on peut répéter? C'est vraiment à nous, pour des enfants de primaire, d'organiser la répétition. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, ils ont appris leur chapitre d'histoire, on fait l'évaluation, je coche objectif atteint et on le range au fond de la classe. Parce que si on fait ça, l'élève, il a l'impression qu'on apprend pour l'interro. Et après, c'est fini, on n'en a plus besoin, plus jamais. Donc ça contribue non seulement à ce que l'élève ne sache rien, parce qu'à la fin de l'année, interrogez-le sur l'interro de novembre, ils ne savent plus. Mais surtout, ça contribue à faire baisser la valeur de ce qu'on enseigne, parce que enseigner juste pour avoir une bonne note à l'interro, ça fonctionne avec les 4-5 petits élèves très scolaires de la classe, mais pas avec tout le monde. Ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi se décarcasser juste pour dans 15 jours et puis après avoir tout oublié? C'est important, ça, le sens de ce qu'on enseigne. Donc on n'enseigne pas pour ça. On enseigne pour être savant, pour savoir longtemps. Savoir longtemps, comment on peut faire? La première chose, c'est que quand vous enseignez, à chaque séance, on réfléchit quand on programme sa séquence à ce qu'ils vont devoir mémoriser. Et je leur demande à chaque séance, je mets mon petit as-tu bien compris, de l'apprendre pour la séance d'après, et je les interroge. Les interroger d'abord, ça va les motiver un petit peu à apprendre, et en plus, ça fait une occasion de plus de répétition. On est sur le chapitre répétition. Pour mémoriser, il n'y a pas de secret, il faut répéter. Donc, je leur demande d'apprendre et je les interroge. À chaque séance, en début de séance, on interroge les élèves sur ce qu'on a appris la fois d'avant. Ça fait un petit quiz et ça fait une remémoration. Chaque séance, obligé. Ensuite, je vous disais, on ne peut pas se contenter d'enseigner, je sais pas, Louis XIV. On fait l'évaluation sur Louis XIV et ensuite on la sort du classeur et on l'archive au fond de la classe ou on la sort du porte-vue. Je sais qu'il y a des enseignants qui font ça. Pour moi, on ne peut pas se satisfaire de ça parce que les élèves vont forcément oublier. Mais maintenant, on est d'accord qu'on ne peut pas leur faire tout revoir tout le temps. Il y en aurait trop, c'est impossible. Donc, il y a plusieurs moyens de leur imposer d'aller revoir les leçons anciennes. Un moyen que j'ai utilisé pendant très longtemps, c'est tout simple. Sur le « as-tu bien compris ?» là, eh bien, je vais surligner une des questions. Et celle-là, à toutes les interros de l'année, les élèves peuvent être interrogés sur tout ce qu'il y a depuis le début du cahier sur la question surlignée. C'est ce qui me semble un petit peu peut-être le plus résistant, le plus difficile à mémoriser. Et surtout, ça va obliger l'élève à ouvrir les leçons anciennes, à aller relire la leçon et à se remémorer ces points un petit peu clés autour desquels s'articule le reste des informations de la leçon. Donc on surligne, c'est simple, on en surligne 1 ou 2 par séance. Mais en revanche, les élèves savent que quand ils revoient Louis XIV, ils doivent revoir le paléolithique et l'Antiquité et toutes les petites questions surlignées. Et je vous assure que comme ils le font à chaque séance, ça devient facile. Ils les savent par cœur, les réponses. Et du coup, ils ont vraiment mémorisé. Alors depuis 1 an, j'utilise, c'est mon cahier d'histoire, à la fin de chaque période historique, je mets une leçon à manipuler. Alors, voilà, une leçon à manipuler qui reprend les points les plus importants de la période. Et donc maintenant, je n'utilise plus le surlignement, mais je vous donne 2 techniques. Je leur demande à chaque évaluation de revoir la séquence que nous venons de terminer et les leçons à manipuler de toutes les périodes depuis le début du cahier. Donc comme ça, au moins, ils repassent sur chaque période. Ils ont les grands repères de chaque période qui sont bien mémorisés à la fin de l'année. Et il y a un mot qui a un petit peu aidé. C'était « enseigner moins ».
Si on veut que les élèves retiennent ce qu'on leur enseigne, il y a un moment où il faut arrêter d'imaginer que ce sont des lycéens ou que ce sont des encyclopédies sur pattes. Dans mes séances, si je reste sur l'exemple de l'histoire, un personnage historique, c'est une date. Napoléon, j'ai choisi de faire quand il est devenu empereur. Voilà. Une seule date. Et tant pis pour Waterloo, Austerlitz, et voilà. C'est vrai qu'on aurait envie, et dans les supports, on trouve tout plein de dates. Mais moi, je préfère qu'à la fin de l'année, mes élèves connaissent 20, 25 dates qui correspondent à ce qu'on a étudié depuis le début du CM1, mais du tac au tac, plutôt qu'ils sachent le jour de l'interro les 4 dates, parce qu'ils auront été mignons, ils auront appris les 4 dates de Napoléon, mais qu'ils les aient oubliées 15 jours après. Voilà, moins de connaissances un petit peu résistantes comme ça, comme les dates par exemple, mais en revanche, on les revoit souvent et on les interroge toute l'année. 56, 8 x 2, 16, 5 x 8, 40, 8 x 4, 32. J'arrête parce que c'est trop bruyant, mais je voulais parler des tables, parce que c'est un exemple assez significatif pour moi de ce qu'on a tendance à déporter à la maison. Les tables, comme tout le reste, ça s'apprend en classe. Encore une fois, donc oui, là, c'est une petite piste de table que je leur donne, dans laquelle les calculs, là c'était la table de 8, je crois, sont dans le désordre, et ils ont 30 secondes pour essayer d'arriver le plus loin possible sur la piste. Ils peuvent s'entraîner à la maison, ils peuvent s'entraîner en classe 2 par 2. Ils colorient la case sur laquelle ils sont arrivés au bout de 30 secondes, et puis d'une fois sur l'autre, ils essaient de dépasser la case coloriée pour arriver le plus loin possible. Ça, évidemment, c'est un outil que je leur donne pour réviser à la maison, mais on l'utilise aussi en classe. On a quand même 5 ou 6 heures de classe par jour. C'est le moment pour mémoriser, c'est le moment pour apprendre. Et donc, en tout cas, c'est vraiment important de ne pas tout déporter à la maison, des apprentissages aussi importants, aussi essentiels que les tables de multiplication, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure pour la poésie, vraiment, on apprend à apprendre en classe. Et une fois qu'on a appris aux élèves à apprendre, petit à petit, on les laisse apprendre tout seuls à la maison, puisque quand même, je n'ai pas dit qu'il fallait rien donner à apprendre à la maison, parce que c'est à la maison qu'on vérifie qu'on est autonome. Donc notre objectif, c'est bien l'autonomie, c'est bien que l'élève sache apprendre tout seul, mais pour savoir apprendre tout seul, il faut le lui apprendre, et c'est en classe qu'on apprend à apprendre. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent que je suis fan des petits cahiers. Je trouve ça important d'avoir des supports maniables, justement, pour réviser les leçons anciennes, pour les feuilleter facilement. L'inconvénient des petits cahiers, je ne sais pas où j'en suis sur le timing, là. L'inconvénient des petits cahiers, c'est quand on a, par exemple, des documents qui ont servi de support au travail, à l'acquisition des connaissances pendant la séance, sur les petits cahiers, ça ne passe pas très bien. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à avoir 2 supports différents. On peut très bien archiver, pour le coup, au fond de la classe, quand la séquence est finie, archiver ces grandes fiches sur lesquelles on a travaillé, qui nous ont servi à construire la connaissance, et n'avoir sur le petit cahier que... J'avais mis des photos, là, moi je mets une petite photo d'un des documents qu'on a travaillé, et puis la trace écrite, en gros, il y a juste ça. Donc ça fait un petit support qui est fin, qui est facile à transporter dans le classeur. Et donc le support de révision, c'est le petit cahier, et le support de travail, celui-là, une fois que la séquence est finie, on peut le mettre au fond de la classe. C'est pas pareil, c'est pas avec ça qu'on va réviser. Voilà. Donc ne pas hésiter à dissocier, à avoir 2 supports, ça, pour moi c'est quelque chose d'assez important. Là, je vous ai mis mon évaluation que j'ai donnée il y a 10 jours. C'était l'évaluation sur les 2 guerres mondiales et la suite, l'ONU et tout ça, sur le XXe siècle. Et l'évaluation, elle commence comment ? De la préhistoire au XIXe siècle, souviens-toi, la préhistoire, quand la Gaule devient-elle romaine, quand commence l'époque moderne. Voilà, on évalue aussi les notions anciennes. Donc ça impose aux élèves de revoir, encore une fois, et puis ça montre aux élèves qu'ils sont savants, parce que ça, en fait, ils le savent très bien. À force de l'avoir revu, ils se rendent compte qu'ils savent plein de choses, et ça donne de la valeur à leur effort. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur donner de la valeur au travail. J'ai donné l'exemple de l'histoire, je suis beaucoup partie là-dessus, mais en conjugaison, c'est pareil. Par exemple, là, j'ai une évaluation sur le passé simple.
Dans mon évaluation sur le passé simple, j'ai de l'imparfait, j'ai du passé composé et j'ai du futur. Parce qu'en conjugaison, c'est encore plus important. On ne peut pas faire une séquence sur un temps, l'évaluer, et puis le ranger et ne plus en parler, parce que les élèves vont tout effacer de leur mémoire et tout oublier. Si vous faites une évaluation en fin d'année, vous allez être dépité, super dépité. Il faut absolument rebrasser les temps anciens tout le temps pour avoir une chance pour que les élèves passent d'un temps à l'autre facilement et se souviennent de ce qu'ils ont appris au début de l'année. Voilà, donc je le disais en histoire, mais dans toutes les matières, il y a des matières où c'est plus évident. Je pense qu'en grammaire, quand on fait une évaluation sur le COD, moi je leur demande d'analyser toute la phrase, le sujet, les compléments circonstanciels et le COD. On ne va pas juste leur dire d'entourer le COD, ce serait dommage. Là, justement, ils se sentent savants si là, ils savent de plus en plus et analyser de plus en plus de fonctions au fur et à mesure de l'année. Et en plus, on rebrasse tout à chaque fois. J'ai presque fini. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est qu'une programmation spiralaire, mais c'est vrai que, notamment en histoire, nous, dans notre école, au CM1, on part de la préhistoire, on va jusqu'à nos jours, et on reprend de la préhistoire à nos jours au CM2, sur des chapitres différents. Je prends l'exemple du Moyen-Âge, par exemple, je ne sais pas, en première année, en année A, on a année A, année B. En année A, on va peut-être faire la société féodale, les châteaux forts, voilà. Et puis en année B, plus l'art roman, l'art gothique, la religion, la place de la religion dans la société. Et ce qui permet de passer 2 fois, on est encore dans l'aspect répétition, de passer 2 fois sur les connaissances, et donc de se remémorer les dates de début, les dates de fin de la période, 2 ans de suite. Ils n'ont pas du tout l'impression de faire 2 fois la même chose. Au contraire, ils ont l'impression d'être devenus super savants. Parce qu'en CM2, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai, maintenant je sais en fait ». Donc c'est ce qu'on disait au début sur la motivation. Ça, c'est de la motivation intrinsèque. Je deviens savant. Donc c'est vraiment essentiel. Évidemment, un autre intérêt de cette programmation spiralaire, c'est que ça me permet d'enseigner l'histoire à une classe de CM1, CM2, avec les 2 niveaux ensemble, puisque je vais être en année A en CM1, CM2, et en année B, encore en CM1, CM2, sur d'autres chapitres. Donc, si vous avez un double niveau et que vous n'avez pas ça, il faut vous le proposer en conseil des maîtres, parce que c'est évidemment très confortable de pouvoir faire l'histoire en classe entière. Je termine avec le jouet pour réviser. J'imagine que vous faites de temps en temps des jeux de révision. Attention à pas se dire « c'est bon, je vais faire des jeux ». Ça s'organise, ça se planifie, encore une fois, les notions que vous cherchez à revoir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester la course au trésor de Laurent Walter. Je crois que c'est gratuit, hein, c'est sur Mon École. C'est un outil qui est disponible pour tous les enseignants. Et c'est un petit jeu de révision dans lequel vous préparez 16 questions sur des choses un petit peu difficiles, un petit peu des définitions, des dates, voilà. Et vous faites 4 équipes dans la classe, ils s'assoient par équipe. Chaque équipe est un bateau de pirate qui veut voler les trésors des autres. Imaginons que je sois le bateau jaune. Pour aller sur la pièce d'après, je dois répondre à une question. C'est un élève de l'équipe qui doit répondre à la question. Si l'élève n'y arrive pas, le bateau ne bouge pas et on va annoncer la réponse à tous. Et c'est à l'équipe d'après de jouer. Si bien que si tout le monde est attentif, en particulier aux questions des autres, assez vite, les 16 questions vont être posées et leurs réponses vont être données. Donc petit à petit, les bateaux vont réussir à avancer un petit peu plus. Et le but du jeu, c'est de réussir à rejoindre le bateau qui est devant. Si on réussit à dépasser le bateau qui est devant, vous avez vu, il y a des petits diamants violets, là, voilà. On lui pique tous les trésors qu'il a dans sa cale et on essaie de continuer à avancer parce que forcément, quand on passe devant, quand ce sera à son tour, il peut nous rattraper aussi et nous repiquer les trésors. Et donc, le but du jeu, c'est que toute l'équipe, en fait, connaisse la réponse des 16 questions, puisqu'on interroge les équipiers un à un, et réussissent à voler les trésors des 3 autres bateaux. C'est un très bon jeu de révision et c'est avec ce jeu de Laurent Walter sur Mon École que je termine mon atelier. Voilà.